Eh bien, bonjour à tous. Je reprends donc aujourd'hui une séance de guidage de lecture. Nous sommes donc à peu près au milieu là, du chapitre 3 où Seth parle de son environnement et donc les différentes dimensions dans lesquelles il travaille. Il était en train d'expliquer là dans la séance précédente que tous les objets qui étaient autour de nous euh, étaient une extension de nous-mêmes. Et il parlait d'actes mentaux qui devenaient matérialisés, en disant que lui, de son côté, n'avait pas besoin de matérialiser. C'était propre, visiblement, à notre réalité euh, en trois dimensions, à notre réalité physique. Et donc, il enchaîne juste dans le paragraphe suivant en disant « Je vais vous dire exactement comment vous formez votre environnement. Je forme le mien selon les mêmes règles, mais vous vous retrouvez entouré d'objets et moi pas. » Là, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est qu'il revient à nouveau sur cette notion qu'il y a quand même des sortes de règles un petit peu universelles, quels que soient les environnements, finalement, quelle que soit notre interface dans laquelle on est, et que ensuite, à partir de là, il y a, alors je ne sais pas si c'est uniquement ça, mais donc ce qu'il appelait les croyances racines, qui vont être les règles du jeu spécifiques de chaque dimension. Et donc là, il parle notamment de la manière de former l'environnement, et il vient de dire qu'il y a des règles qui sont universelles, je ne sais pas si le mot est bien employé, trans-multidimensionnelles, ce sera peut-être plus adapté, et ces règles donc sont les mêmes dans son environnement et dans le nôtre, les conséquences de nos actions sont différentes. Il a déjà expliqué au début de ce paragraphe que lui, quand il formait des objets dans son environnement, les objets apparaissaient et changeaient en permanence. Donc il n'y avait rien de durable, rien de fixé. Au contraire, les objets qui l'entouraient étaient plutôt une expression de ses émotions, de ses ressentis, de ses sentiments du moment présent. Et il disait même que c'était un indicateur pour ses collègues, les autres entités qui étaient présents à côté de lui. Et nous, effectivement, ce qu'on se rend compte, bon là, voilà, je viens de vivre une expérience familiale là, sur quelques années maintenant, oui, bientôt 10 ans. Mes grands-parents bah, là, mon grand-père vient de partir, mais du coup, mes grands-parents, petit à petit, ont été fatigués, ont arrêté de bouger, et donc on a vidé leur maison. Et c'est là où on se rend compte tous les objets finalement qu'on peut accumuler dans une vie. Cette quantité, voilà, vraiment impressionnante d'objets qui ont servi une fois, deux fois, certains qui n'ont peut-être pas beaucoup servi, pas du tout. Et puis les objets du quotidien, hein. Euh, mais il y a quand même donc cette quantité de création, hein, si je fais le parallèle avec ce que c'est en train d'expliquer, au cours d'une vie entière, on va effectivement euh, avoir envie de garder. Hein, on achète un objet, on crée une relation avec lui, et là, Seth, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est même plus fort que ça, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on pense à l'objet, il va être créé par nous-mêmes. Hein, chacun crée un objet. Et même, c'est encore plus fort, là, par exemple, il y a un placard à côté de moi, tant que je pense pas au placard, je ne vois pas les objets, ils n'existent pas. Hein, c'est ce que, moi, c'est vraiment ce que je comprends de l'explication de Seth. Et même Einstein disait, hein, il me plaît à croire que la Lune existe quand je ne la regarde pas. C'est la même idée. Donc Seth, il confirme ça en disant, voilà, si ce sont des objets que vous ne voyez pas, vous n'êtes pas chez vous, votre maison
de votre point de vue, n'existe pas. Vous y pensez, là vous commencez à la créer. On la recrée à chaque fois qu'on met une attention particulière dessus. D'où peut-être l'idée, là j'ouvre une parenthèse comme ça, effectivement la notion de méditation, la notion de garder des intérieurs sobres, c'est parce qu'on a moins besoin de passer de l'énergie à créer des objets. Des maisons complètement épurées. Euh, oui, moi j'ai un peu cette image-là que quand même dans les temples, dans les monastères, dans les endroits de prière, il y a quand même en général beaucoup de choses simples. Les gens qui sont dans une vie de prière, j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne possèdent pas grand-chose, et surtout ils évitent de s'entourer de plein d'objets. Et j'ai l'impression que ce serait pour cette raison-là, en tout cas moi c'est ce que j'en comprends, parce qu'à chaque fois qu'on porte les yeux sur un objet, on passe une partie d'énergie, nous, de notre part, pour venir le créer. Euh, donc c'est quand même la grande différence entre l'environnement de Seth et le nôtre, alors que les règles de fabrication des objets, initialement, sont les mêmes. Nous, ça donne des objets concrets qui restent, notamment tant qu'on y pense, alors que Seth, il sait que c'est créé par la pensée, donc ça disparaît. Il passe à autre chose. Et là, donc c'était la fin d'une session pour Seth, et c'était justement c'est intéressant de voir comment il chemine dans la pensée. Là, il vient de dire, je vais vous dire exactement comment vous formez votre environnement. Il est dans sa suite de logique, je dirais, de pensée, puisque le paragraphe suivant, il parlait déjà des objets que vous êtes en train de créer. Et là, il va faire une pause, et il dit, je reprendrai un autre livre ici la prochaine fois. Il y a donc une pause à la fin de la session avec un petit commentaire particulier. Donc Robert note très bien, effectivement, en commentaire, et il va dire que c'est une pause à 22h56. Et là, il revient sur une question. C'est la question que Robert avait posée. Je ne sais plus s'il l'avait posée à voix haute, je suis en train de relire. Donc c'était la pause qu'il avait fait à 22h31, donc une demi-heure avant à peu près, où il posait la question, je vous en avais parlé dans la séance précédente, est-ce que le livre de Seth aura pu être guidé en un mois, par exemple, avec euh, une série de séances tous les soirs, ou bien est-ce qu'il faut du temps, puisque Seth s'appuie sur des exemples de leur vie courante. Et Seth répond donc à cette question, en fin de session. Pour répondre à votre question, le livre pourrait tout aussi bien être écrit sur des soirées consécutives. Il existe toujours une marge de manœuvre pour la spontanéité et les imprévus. Si bien que n'importe quel élément de votre expérience peut servir d'exemple. Et c'est la force du message de Seth, de tout le temps se servir de ce qui arrive dans la vie de Jen et Robert, ou de leur entourage, pour étayer sa théorie, ses différentes facettes en tout cas de la théorie. À chaque fois, il dit, bah oui, il s'est passé ça, vous l'interprétez comme ça, voilà moi mon interprétation. Et c'est pour moi très intéressant de voir justement la différence avec ce regard donc extérieur qu'a Seth de la réalité physique, où il arrive donc à des conclusions régulièrement complètement différentes des nôtres. Et donc là, il explique effectivement que il peut s'appuyer à n'importe quel moment sur ce qui se passe, et justement, c'est son propre de son rôle, de son métier de formateur, de rebondir dans la spontanéité sur ce qui arrive dans la vie, pour voilà, encore une fois, pour étayer les différents points qu'il veut appuyer.
Donc il dit, n'importe quel élément de votre expérience peut servir d'exemple ou de point de départ pour un développement qui était de toute façon prévu. Et c'est là où justement ça appuie complètement sa théorie, c'est de dire qu'il y a quand même que le temps n'existe pas. Donc, on se met d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, on écrit l'histoire de manière inconsciente, d'après ce que j'ai compris, notamment pendant la nuit, dans les rêves, sur ce qui va se passer la prochaine journée, voire les prochains jours. En gros, une trame comme ça qui se définit. Mais que tout le temps, il y a le libre arbitre et que tout le temps, nous ne sommes pas dans un grand destin fini. Alors, d'ailleurs, nous ne sommes pas dans un destin dans le sens où c'est nous qui l'écrivons. Alors que dans la notion de destin, telle que je la comprends en tout cas, on a cette sorte de main divine, hein, d'une imposition de quelque chose qui serait extérieur à nous. Donc déjà, on se dit, la grande trame de ce qui nous arrive tous les jours, c'est nous qui la décidons. Et que de toute manière, en plus, quand on est en train de vivre réellement l'action dans le temps présent, il y a toujours la possibilité d'en changer. Peut-être que le fait d'en changer va nous amener, quand on est de manière inconsciente, la nuit par exemple, on est connecté à notre moi interne, on va se dire, ah non, mais finalement, oui, voilà, j'ai voulu tenter telle expérience, et puis au dernier moment, mon moi externe a changé d'avis. Il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Il a eu peur, il a hésité, il a plein de raisons. Hein, ça c'est pas tellement important. Mais donc finalement, je n'ai concrètement pas vécu l'expérience que je voulais inconsciemment, en se disant que cet inconscient est peut-être beaucoup plus conscient que ce que nous appelons la conscience dans le quotidien, puisque ce serait notre grande conscience, hein, de notre moi interne. Et que au moment où je passe à l'action, eh bien non, je n'y vais pas. Donc je vais recréer peut-être plus tard une situation où je vais retenter de rentrer dans l'action, dans la même expérience. Bon, donc dans ce sens-là, la notion de fatalité, de destin, n'existe pas puisque ce ne sont que des propositions d'expérience qu'on se fait nous-mêmes. Et c'est dans ce sens-là que c'est dit, hein, le développement qui était de toute façon prévu. Lui, il sait ce qui veut dire comme message, et il va pouvoir utiliser soit des éléments qui sont déjà prévus, cadrés, qu'il sait, entre guillemets, qui vont arriver, soit il va rebondir sur la spontanéité du moment, et comme il a déjà un peu, lui, son message, enfin, oui, j'imagine qu'il doit avoir un peu tout son message déjà, peut-être le livre entier, est déjà tout prêt. Il me semble que Jen, à un moment, disait, oui, qu'elle sentait comme ça une sorte d'énergie par moment, où oui, tout le livre est déjà présent, puisque le présent, euh, enfin le temps n'existe pas. Donc le contenu du livre, l'intensité du message, le message en tout cas, voilà, le contenu du message est déjà là. Ce n'est après que le détail de voir comment est-ce qu'il prend forme réellement. Hein, quels sont les mots au final qui vont se mettre dessus. Hein, donc voilà, je redis donc cette un peu ambiguïté dans la phrase, mais pour moi qui fait sens avec ce que je viens d'expliquer. Il y a toujours une marge de manœuvre pour la spontanéité et les imprévus, hein, donc ce côté libre arbitre dont je parlais à l'instant, pour développer n'importe quel élément, hein, qui était, voilà, il dit donc pour appuyer un développement qui était prévu de toute manière. Donc cet aller-retour entre les deux. Et peut-être justement pour illustrer, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de hasard dans la construction de son livre. Dans la phrase suivante, il dit, c'est juste un petit paragraphe d'une phrase, je suggère, il a demandé à Robert de souligner suggère, je suggère simplement que Robert essaie de changer la place du lit pendant une semaine
il verra ce qu'il en pense. Hein, donc là, il demande à Jen, donc il en a déjà parlé, je crois que c'était même avant la séance, en fait, elle reçoit un message à un moment donné, ou à la fin d'une pause. Oui, voilà, c'est ça, à la fin d'une pause précédente, 21h52. Jen reçoit de Seth un message bref mais clair. Nous devrions tourner notre lit pour que la tête pointe vers le nord, et non vers l'ouest, comme c'est le cas à présent. Donc il envoie une information à un moment donné dans une pause que Jen reçoit très bien. Et donc après, donc, quand il va parler de Jen, elle utilise, voilà, vous savez, ce mot de, enfin, c'est ce nom d'entité, Robert. Et donc il dit, alors, la scène est quand même bien parce que c'est Jen qui parle pour Seth et qui parle à elle. Je suggère que Robert essaie de changer la place du lit pendant une semaine, il verra ce qu'il en pense. Robert, là, au départ, il répond d'accord, donc c'est un petit commentaire, c'est marqué entre parenthèses. Et puis après, il va commenter, donc après coup, après la séance, notre chambre est petite et il est difficile d'aligner le lit nord-sud. S'il l'était, Jen ne pourrait plus voir par la fenêtre. Donc c'est quelque chose a priori d'important pour elle, a priori plus important que les conseils de Seth, puisque Robert conclut son commentaire en disant nous n'avons pas tourné le lit comme Seth l'avait suggéré. Et là on est exactement dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire que Seth amène des éléments, il a des conseils à donner également de manière très concrète dans la vie. Alors là, il n'explique pas pourquoi. Hein. Il doit y avoir des raisons, je sais pas, énergétiques, d'alignement avec la planète, sans doute, parce que la notion de nord-sud, oui, c'est ça, il y a le champ électromagnétique de la planète. Il y a peut-être d'autres éléments qui nous échappent, hein, qui ne sont pas encore perçus, qui ne sont pas directement concrets ou que je ne connais pas tout simplement, hein, bien sûr. Donc il fait une suggestion, c'est son cheminement propre, lui il sait où il va, il sait pourquoi il fait ses conseils, et il y reste, heureusement, le libre arbitre de Jen et Robert. Donc voilà, ils vont finalement ne pas le faire. C'est comme, je crois, tout le long des sessions, plusieurs fois, Seth va dire à Jen, ce serait mieux que vous arrêtiez de fumer. Et je crois jusqu'à la fin, hein, Jen a toujours continué jusqu'au bout. Donc là aussi, on voit il y a les propositions de Seth avec lui derrière, il a ses propres idées, il les explique pas forcément. Des fois, c'est juste sous forme de conseils, sans donner la raison. Et puis il y a ce qu'on en fait tous les jours. Ouais. Et je pense qu'on est tous confrontés à ça, puisque des conseils voilà, de bonne conduite, euh, d'éthique dans sa vie, d'éléments même quand on y réfléchit ou même intuitivement, on se dit oui, oui, ce serait bien pour moi, dans mon fonctionnement. Et puis après, il y a la vie quotidienne, il y a le côté pragmatique de la vie. Et oui, par exemple, Jen, voilà, on peut se dire oui, si elle y réfléchit bien, ou même en général, moi, quand je discute avec des gens qui fument, ils ont souvent essayé d'arrêter. Ils avouent, en général, si on creuse un petit peu, ou que voilà, quand vraiment ils parlent à cœur ouvert, oui, ils avouent qu'ils savent un petit peu quand même que c'est pas forcément bon pour leur santé, mais ils ont différentes façons de l'exprimer. Voilà. Bon bah oui, mais je continue, c'est plus simple je n'arrive pas à, etc. Hein. Il y a plein de bonnes raisons. Ou alors, mais je m'arrête quand je veux, ou je fume que quand il y a les conditions, quand c'est la fête. Je fume rarement, ou voilà, où ça me fait plaisir, bon, peu importe. Et pour moi, voilà, c'est un peu pour illustrer les bons conseils, les bonnes idées, même qu'on peut se faire à soi-même. Les célèbres bonnes résolutions de début d'année. Et puis après, il y a le quotidien. Et le quotidien, il se décide tout le temps, dans le temps présent, là, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Et est-ce que
je me laisse aller à quelque chose de spontané, je réfléchis pas trop, ou est-ce que j'ai envie de savourer pleinement? Là, j'ai une image aussi le film. Alors, il y a aussi un livre là-dessus qui s'appelle Le Guerrier Pacifique, mais comme j'ai pas lu le livre, je ne m'appuie que sur le film où donc le comment on va l'appeler? Oui, la personne de la station-service hein, qui devient un peu le maître à penser d'un jeune étudiant sportif, voilà, avec une énergie débordante. Et donc, alors c'est un gymnaste et donc il l'aide à s'entraîner pour se préparer aux Jeux Olympiques. Il lui donne des conseils, donc il lui dit notamment, bah, il faut pas fumer, il faut pas d'alcool, alors, il faut pas non plus de relations sexuelles, il faut pas manger de viande, etc. Il lui donne des conseils comme ça, et puis un soir justement, et ben ils discutent tous les deux tranquillement, et puis bah, il l'amène dans un bar et, euh, et ils prennent de l'alcool. Ouais, c'est vraiment le maître à penser qui prend de l'alcool, qui choisit visiblement. Donc le jeune il comprend pas trop, il dit mais vous me faites marcher là, enfin c'est pas du tout vos principes. Et puis il sort un gros cigare et il l'allume devant lui. Voilà. Et pareil donc le jeune il comprend pas là, il est vraiment interloqué. Et, et donc je pense que la conclusion c'est de se dire on peut faire les choses vraiment avec une grande attention, de savoir voilà je profite de cet instant, c'est un moment particulier, j'ai envie de le savourer et peu importe ce que je fais, le plaisir m'apporte plus de satisfaction et me fait globalement plus de bien que tout ce qu'il y a derrière les concepts. Oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, etc. Et ce qu'il dit, c'est finalement, le danger, c'est de faire les choses machinalement. Le danger, c'est pas de fumer, dans l'exemple. Le danger, c'est de se mettre à fumer tous les jours, tout le temps, et de ne plus savourer ce moment, de ne plus être présent, de faire ça machinalement, comme voilà, comme si on est en train de marcher, comme si on est en train de faire autre chose. Et là, on n'est plus vivant. Hein, il dit à un moment donné, ses conclusions aussi, c'est, euh, je sais plus exactement la formulation, mais de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vivants, qui ne vivent pas leur vie, alors par peur, par plein de choses, ou qui ne sont pas pleinement dans l'instant, dans ce qu'ils sont en train de faire. Et Seth dit la même chose, c'est qu'il n'y a que l'instant présent qui compte. Hein, c'est là, c'est le point d'action, c'est le point où tout se passe. Et donc il n'y a pas de moment banal, ça c'est aussi ça fait partie des phrases clés un peu du film et donc du livre Le Guerrier Pacifique. Il se passe tout le temps quelque chose. Là, dans l'instant présent. Cet instant présent est tout le temps d'une grande richesse. C'est pas tout le temps la même intensité, c'est pas tout le temps les mêmes événements, mais là, tout le temps, il se passe quelque chose. Donc oui, il y a peut-être des bons conseils, des bonnes idées, et oui, il reste le libre arbitre. Et voilà, ce qu'il resterait important dans le commentaire de Seth, moi c'est comme ça que je le comprends, c'est de bien vivre le moment présent. Et nous arrivons donc à la fin de la session de Jane et Robert. Donc Seth conclut en disant mes pensées les plus cordiales à vous deux et une excellente soirée. Robert répond bonne nuit, Seth, merci. Il est 23 heures et donc il y a encore un petit commentaire en fin de session. C'est bizarre, dit Jen, une fois sortie de transe. J'ai l'impression que Seth a commencé son livre il n'y a pas très longtemps. Alors juste pour donner les dates, là on est donc en mars 70. Et j'ai plus la date exacte de cette première session, je crois que c'est la session 511, si je me souviens bien. C'est ça, le 21 janvier. Donc effectivement, oui, c'est 2 mois. 2 mois qu'il a commencé. Donc elle dit, j'ai l'impression que Seth a commencé le livre il n'y a pas très longtemps, mais qu'en même temps,
Il contient déjà une énorme quantité d'informations. J'ai l'impression d'exprimer un amoncellement, une richesse d'expérience. Je cherche une expression un peu folle comme un concentré de richesse. Donc ça, c'est voilà, la citation à peu près exacte. Là, Robert a dû noter à peu près voilà, les phrases de Jen. Et après, il dit que Jen fait ensuite une comparaison avec une bibliothèque, mais sans suggérer qu'elle trouve les données dans une bibliothèque quelque part. Donc là, voilà, c'était plus l'intention que Jen ressent que Robert a noté, sans noter la phrase exacte. Donc c'est quand même cette notion de dire qu'il y a oui, un stock d'informations qui est là, alors qui a déjà en partie été donné. Le mot de concentré, de richesse, hein, je pense, exprime assez bien le contenu. Là, nous sommes uniquement au chapitre 3, à peu près le milieu. Et 7 a déjà évoqué voilà, les grands principes de ces théories, les grands éléments qu'il va mettre par la suite en avant tout le long du livre et de ses prochains livres, hein, puisque ça c'est vraiment son tout premier livre, mais il va en écrire plusieurs à la suite. Et donc Jen est dans oui, cette image, on va dire, voilà, une grande bibliothèque avec, on peut imaginer ce stockage d'informations, euh, cette richesse en tout cas voilà, de données, de concepts qui sont tout prêts, qui sont déjà là, hein, qui n'attendent plus, comme je disais tout à l'heure, d'être écrits, d'être mis en forme, euh, sous forme de mots exacts hein, dans la rédaction. Et c'est ce passage-là entre le contenu d'une information qui viendrait d'une sorte de bibliothèque virtuelle à la rédaction du livre qui le fait apparaître dans le monde en 3 dimensions. Et il en reste des traces. Hein, il reste des livres, il reste du contenu qui est donc par la suite réutilisable. Voilà, donc ça c'était la conclusion de la session en cours et nous passons donc à la session suivante, session 520, mercredi 25 mars 1970, qui commence à 21h09. Petit commentaire de Robert en début de cette session. Nous nous attendons à ce que Seth reprenne ce soir la dictée du chapitre 3. Donc sachant que là c'est le mercredi 25, la session précédente là que je viens juste de conclure, c'était le lundi juste avant. 1 ou 2 minutes avant le début de la session, Jen dit qu'elle perçoit une lueur de Seth. Hein, c'est mis entre guillemets. Donc c'est sa manière à elle d'exprimer le contact qui s'organise avec Seth avant qu'il dicte le livre. Hein, donc elle dit justement après un tiret, quelques phrases. Hein, voilà, une lueur de Seth, quelques phrases. Hein, donc, encore une fois, c'est vraiment pour dire que les phrases sont déjà présentes, elles sont déjà en train d'être échangées à un autre niveau, hein, dans une dimension parallèle. Et donc ça n'attend plus après qu'être dicté, hein, c'est juste cette apparition. Là, c'est donc une phrase à la suite là, que Jen va dire directement. Hein. Ensuite, dit-elle, je me pose et j'attends que la session commence. Mais je ne peux toujours pas te dire comment je fais. Après 7 ans de session, elle a du mal à expliquer exactement qu'est-ce que c'est l'état de transe dans lequel elle rentre, comment elle fait pour rentrer dans cet état particulier, comment la communication avec Seth s'organise, comment est-ce qu'elle reçoit les messages. Tout ça reste pour elle, après 7 ans de pratique régulière, en général 2 fois par semaine, ça reste quelque chose qui la dépasse, qu'elle n'arrive pas à exprimer mieux que ces quelques mots. Et donc Seth commence à parler. Bonsoir. Robert répond bonsoir Seth. Et donc Seth
enchaîne directement. Revenons à notre livre. Vous voyez vraiment le début de la session. Bonjour, revenons à notre livre. Robert note qu'il y a des pauses. Voilà, il commente avec des pauses au milieu dans la manière dont Jane va dicter. Voilà, ce qui indiquerait, d'après ce que j'en comprends, plutôt une volonté de préciser vraiment, enfin de vérifier que les informations qui sont données sont bien précises. Voilà, une vérification de la part de Seth en tout cas. Et il va dire, vos scientifiques sont enfin en train de découvrir ce que les philosophes savent depuis des siècles. Tiret, que l'esprit peut agir sur la matière. Donc, voilà, en 1970, là, vos scientifiques sont enfin en train de découvrir ce que finalement les philosophes, ils ont peut-être de manière plus intuitive déjà compris, perçu depuis très longtemps, depuis des siècles. L'esprit peut agir sur la matière. Là, je vous redonne un exemple qui est à mes yeux, sauf si je dis des bêtises, mais pour moi c'est une étude scientifique qui me paraît tout à fait cadrée et respecter justement le cadre d'une analyse scientifique. C'est sur une planche de mettre des clous, de planter des clous en forme de triangle, on dessine une grande pyramide avec des clous espacés tous de la même distance, donc par exemple à peu près tous les centimètres, donc qui va dessiner une trame. On met ça donc sur une planche de bois, la planche on la met verticale et on fait tomber une bille en haut sur les premiers clous. Et donc la bille elle a le choix, alors on va dire elle a trois choix. Elle a un choix de s'arrêter pile poil sur un clou, mais c'est extrêmement rare. Et elle a deux autres choix à ma connaissance, c'est de partir à gauche du clou ou à droite. Et comme il y a une succession de clous, elle va à chaque clou décider aléatoirement, soi-disant en tout cas aléatoirement, je passe à droite ou je passe à gauche. Et comme ça, en étant lancé du centre, du sommet de la pyramide, si vous voyez un triangle, on part d'une pointe tout en haut, la base est en bas, et la bille va descendre en dévalant, et à chaque clou, elle décide droite ou gauche. Et comme il y a une répartition aléatoire, normalement, il devrait y avoir autant de droite que de gauche, donc statistiquement, et donc la bille devrait se retrouver à peu près au milieu, à la base de la pyramide, quand elle arrive en bas. Bon. Maintenant, on va faire ça de manière concrète. On fait une analyse. Donc on fait tomber 1000 billes, par exemple. Si on fait juste, de manière classique, on fait tomber 1000 billes, point barre, on trouve ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Donc on imagine qu'en bas, entre les clous de la base de la pyramide, on a des éprouvettes ou je sais pas, des petites colonnes qui vont pouvoir empiler les billes, et donc on va compter comme ça, ou on va voir visuellement le nombre de billes qui arrivent à chaque fois. Et si on suit le nombre de billes qui arrivent en bas de la colonne, on a ce qu'on appelle une courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'effectivement, ça dessine une grande courbe. Sur les extrémités, il y a très peu de billes. Plus on s'approche du centre, plus il y a de billes qui sont empilées, donc la courbe elle augmente jusqu'à un pic qui serait à peu près le centre de la base de la pyramide, et ça redescend de manière absolument symétrique de l'autre côté. Voilà, donc c'est-à-dire que, dit autrement, le taux statistiquement, ou la probabilité est plus forte que les billes arrivent au centre. Et si on fait tomber 1000 billes, on voit effectivement, ça va donner cette sorte de résultat de statistique. Il y a beaucoup plus de billes qui arrivent au centre. Et plus on s'éloigne du centre, moins il y en a. Résultat, on va dire un peu classique, intuitif, ou mathématique, ou physique. Maintenant, si on met plusieurs personnes, ou même une personne, je crois que ça fonctionne, qui fait la même expérience, les mêmes billes, les mêmes conditions. On peut le faire plusieurs fois de suite, pour être sûr que c'est pas juste un hasard. Mais déjà avec 1000 billes, ça commence à être, à mon avis, statistiquement quand même assez fiable. On met une personne devant qui regarde l'expérience et qui va plutôt porter son attention sur
un côté, par exemple le côté gauche de la base de la pyramide, hein. Il focalise son attention dessus et alors je ne sais plus exactement le détail de l'intention. Est-ce qu'il voulait juste focaliser son attention ou essayer d'amener les billes dans cette direction? Là, je ne sais plus s'il y a une intention particulière, mais en tout cas, il ne touche pas les billes, hein. Il n'y a pas de contact physique, donc c'est juste son attention qui est attirée sur quelque chose qui n'est pas neutre, on va dire, voilà, qui a, qui a une intention particulière sur l'expérience. Et bien, si on refait l'expérience, on se rend compte que la statistique va changer, en tout cas le résultat fait que si la personne attire son attention sur le côté gauche, il y aura plus de billes vers le côté gauche. Donc là, le pic, la courbe de Gauss, le pic de billes va être décalé vers la gauche, et du côté gauche, on aura beaucoup plus de billes, et peut-être quasiment plus ou pas du tout dans les dernières cases tout à droite de la base de la pyramide. Pour moi, c'est exactement une illustration de la phrase de Seth. L'esprit peut agir sur la matière. Le comment, je ne crois pas que c'était encore expliqué, démontré, mais cette expérience existe. Il me semble qu'elle a été faite et refaite dans des conditions étudiées scientifiquement, de ce que j'en ai compris en tout cas. Si je retrouve bien sûr des références précises, mais c'est pas toujours évident en fait quand on n'est pas dans les réseaux de chercheurs, hein, faut souvent payer pour avoir accès aux articles. Donc je vais voir à quoi j'ai accès et je vous mettrai éventuellement des liens en commentaire. Donc voilà, Seth commence en tout cas sa phrase comme ça, hein, vraiment. Donc, il oppose quelque part la vision des scientifiques et des philosophes sur le la période, enfin oui, la période, depuis combien de temps on a cette vision du monde en tout cas. Mais en tout cas, il dit que ça s'impose de plus en plus maintenant. L'esprit peut agir sur la matière maintenant. On commence à le découvrir. Et il conclut ce paragraphe en disant il leur reste donc aux scientifiques à découvrir le fait que l'esprit crée et forme la matière. Et il a demandé à Robert de souligner crée. Donc c'est pas l'esprit peut agir sur la matière. Il va toujours plus loin, lui, dans son concept. L'esprit crée et forme la matière. Et il va développer ça donc sur plusieurs paragraphes. Hein, donc rappelez-vous, je vous ai dit en début de cette séance, il avait dit à la phrase, je vais vous dire exactement comment vous formez votre environnement, et bien là, on y est. Paragraphe suivant. Or, votre environnement le plus proche, du point de vue physique, est votre corps. Effectivement, hein, voilà, du point de vue de proximité physique, si on parle d'environnement, c'est vrai qu'on a tout le temps envie de parler de ce qui est extérieur à nous, mais finalement, notre corps est notre environnement déjà interne, puisqu'il accueille notre conscience, en tout cas, je sais pas, notre âme, notre cerveau au moins, notre partie pensante. Et donc c'est notre environnement immédiat. Seth dit que il ne s'agit pas d'une sorte de mannequin dont vous seriez prisonnier, qui existe en dehors de vous comme une enveloppe. Voilà, votre corps n'est pas un mannequin qui existe en dehors de vous, hein, de manière indépendante à ce qu'on peut appeler nous. Donc c'est là, par exemple, moi, la partie qui parle. Donc oui, j'ai besoin d'une bouche, d'une langue, de lèvres pour pouvoir, d'une corde vocale pour pouvoir exprimer les mots. Mais les concepts originaux naissent avant. On ne sait pas exactement comment ça se forme dans le cerveau, sachant que Seth lui explique que ça viendrait avant le cerveau. Les idées sont formées en dehors. Donc cette notion de conscience. Si votre corps est beau ou laid,
Ouais, continue 7. S'il est en bonne santé ou mal formé, lent ou rapide, ce n'est pas simplement parce que ce genre de corps vous est tombé dessus par hasard à la naissance. Là, vraiment une phrase très lourde de sens et de conséquences. Si votre corps est beau ou laid, s'il est en bonne santé ou mal formé, lent ou rapide, ce n'est pas simplement parce que ce genre de corps, voilà, on peut définir voilà, ce genre de corps, vous est tombé dessus. C'est la notion de destin dont je parlais avant. Par hasard, à la naissance. Alors, on dit naissance, bien sûr, le corps se forme avant, au niveau de l'utérus, donc dès le fœtus, ce corps. Euh, alors, les scientifiques vont dire, bah oui, mais génétiquement, moitié des gènes, des allèles du coup, viennent du papa, l'autre de la maman. Donc, c'est un mélange scientifique précis avec des génomes qui vont former des protéines, qui vont former la structure du corps. On peut l'expliquer, on peut comprendre. Là, c'est en train de dire que voilà, ce n'est pas exactement comme ça et qu'il y a avant une sorte de volonté, euh, s'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a donc une intention, une idée, oui, c'est ça, une volonté qui forme ce corps, qui donne ce corps, avec un schéma particulier en tout cas. Lui, il l'exprime à sa manière en disant, au contraire, votre forme physique, donc votre environnement corporel personnel. Et je trouve intéressant cette vision de se dire, oui, effectivement, mon corps est mon environnement personnel le plus proche. Mon, mon, le, à partir de mon intérieur, c'est directement l'environnement que je forme qui est le plus proche de moi puisque j'ai l'impression, en tout cas, voilà, d'avoir une action dessus et je peux, en général, le contrôler, bouger mes bras, mes jambes, parler, m'exprimer, dialoguer, me déplacer, etc., etc. Toutes les actions que je veux faire. Votre environnement corporel, personnel. Et donc, Seth dit dans cette phrase que donc votre forme physique est la matérialisation des interprétations que vous choisissez de faire, ainsi que de vos pensées et de vos émotions. Donc votre forme physique. Alors, je reviens par rapport à la phrase suivante. C'est pas juste je veux lever le bras. C'est pas juste ça la forme physique. Il parlait avant, si le corps est beau ou laid, donc des choses qui sont installées, qu'on pourrait considérer comme définitives, ou vraiment qui changent très peu, beau ou laid, bonne santé ou mal formé, avec une malformation, on est avec une malformation, on a la malformation, a priori, enfin c'est à part peut-être des opérations ou des miracles, mais si on a une certaine forme de corps, ça évolue en général assez peu. Lent ou rapide. Vous voyez les différentes formes, types de corps. Il dit genre, pardon, de corps. Donc votre forme physique est la matérialisation des interprétations que vous choisissez de faire. Et donc pour moi, je reviens à cette notion d'expérimentation. J'arrive dans la vie avec un corps, il y a des parties qui vont pas pouvoir bouger parce que c'est mon cadre initial que je choisis d'expérience. Et puis il y a des choses qui vont pouvoir évoluer, je vais m'accommoder avec ça. Et le fait d'évoluer, de vivre mon expérience, de vivre ma vie, va m'amener petit à petit, peut-être à changer mes croyances, à changer mon fonctionnement. Parce que là, il parle vraiment, voilà, les interprétations.
hein, donc de changer mes interprétations de manière concrète de la vie, et cela devrait, hein, c'est une théorie, donc là après on peut essayer de trouver des exemples, mais donc le fait de changer son regard sur la vie va changer, y compris notre corps physique. Hein, c'est vraiment en tout cas comme ça que je comprends euh, cette phrase de Seth. Et alors voilà, il donne quand même trois éléments, hein. Donc c'est la forme physique est le résultat, quelque part, des interprétations de nos pensées et de nos émotions, hein. C'est les trois différents éléments qu'il donne en exemple pour illustrer ce qui est à la base, finalement, de notre corps physique. Et il continue dans le paragraphe suivant en disant de la façon la plus littérale qui soit. Le moi interne, et il demande à Robert de mettre moi interne entre guillemets, le moi interne forme le corps magiquement. Hein, voilà, magiquement. Donc c'est pour illustrer, pour moi, ce côté magique, c'est des choses qu'on n'explique pas, qui ont l'air extraordinaires. Un événement que l'on voit devant soi, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, un miracle. On ne sait pas comment ça arrive, ça nous semble extraordinaire, mais c'est pourtant le cas. Voilà, c'est donc il y a souvent voilà un truc derrière, une astuce qui fait qu'il y a une illusion, mais au sens profond du terme, oui, ça, je pense qu'on est proche de la notion de miracle finalement, un tour de magie, quelque chose que l'on constate et si on a bien compris en tout cas tous les paramètres, le résultat nous surprend. C'est pas celui auquel on s'attendait. Donc, le moi interne forme le corps magiquement en transformant les pensées et les émotions. Donc, c'est ce que ça vient juste de dire à la phrase précédente. Donc, transformer les pensées et les émotions en équivalent physique. Hein, il y a donc vraiment cette traduction de pensée, de conscience, hein, je parlais de volonté juste avant, qui est traduit dans la réalité physique sous forme de matière, et c'est pour ça que c'est dans le même cadre quand Seth disait vous formez les objets autour de vous, on est dans cette même idée. Mais là, l'objet qu'on forme, c'est notre corps. C'est le premier environnement autour de nous. Le moi interne crée concrètement, à partir de pensées, de conscience, des éléments qui vont devenir physiques, qui vont se matérialiser dans la réalité physique. Et donc notre corps est l'image de nos pensées et de nos émotions les plus, voilà, les plus ancrées en nous. Mais peut-être qu'elles sont, encore une fois, plutôt inconscientes, puisque là c'est le moi interne, hein, c'est notre moi interne qui crée notre corps. Donc si j'ai une malformation, je n'ai pas conscience de créer cette malformation. Hein, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. En tout cas, voilà, c'est ça que je comprends. Et c'est que je partage avec vous. Voilà, je pense, la phrase est plus, me semble plus logique dans ce sens-là. Et il va dire dans la phrase suivante, très courte, vous faites pousser votre corps. Et on peut retrouver justement cette analogie, là, le mot pousser, moi ça me renvoie aux plantes, hein, bien sûr, qui poussent, comme s'il y avait toute une sorte de programme qui était contenu dans la graine, à la base, hein, une graine qui tombe au sol, qui va germer, et à partir de là, enfin, tout un processus qui s'enclenche. Quand les bonnes conditions sont réunies, la graine passe en état de germination, elle va s'ouvrir, il y a plein de réactions chimiques qui se font pour libérer
de l'énergie pour commencer à faire pousser et grandir les cellules. Les racines, en général, poussent très vite pour aller chercher le reste des aliments. Il y a toujours un petit stock, en général, euh, de, je veux dire de nourriture, oui, d'énergie, en tout cas contenue dans la graine, le minimum pour que ça déclenche et ça puisse commencer à, à faire pousser au départ euh, les racines et les premières pousses, les premières feuilles. Et après, la plante va prendre le relais, elle va pouvoir se connecter aux oligo-éléments, aux éléments qui sont dans le sol, et donc s'alimenter par ce côté-là. Et puis les feuilles, photosynthèse, donc ça va fabriquer les sucres. Enfin, si on prend l'exemple d'une plante verte classique, et ça prend le relais, etc. Et après tout un programme. La plante va continuer à grandir, elle va former des branches, des feuilles, puis après des fruits, etc. C'est tout ce programme-là qui, quand on fait le parallèle avec notre corps, peut nous interroger. Parce que il y a une sorte de programme inscrit, mais qui serait donc inconscient, encore une fois. Le moi interne de l'intérieur fait pousser notre corps. Et si j'ai, je sais pas, alors je vais donner quelques exemples qui peuvent être un peu stupides, mais en tout cas un peu variés. Un grain de beauté à tel endroit, ça vient du moi interne. La forme de mes oreilles ou de mon nez, c'est une volonté, c'est refait chaque jour. La couleur de mes cheveux, peut-être effectivement une malformation, ou, un souci de santé, ça vient du moi interne, ça vient du choix, de mon choix. Je fabrique, y compris les maladies, les défauts, les malformations, euh, tout ce qui arrive à mon corps est choisi. C'est construit depuis le moi interne. Et je pense que cette phrase-là est quand même compliquée à entendre, puisque ça nous renvoie à notre responsabilité. Celle disait, je crois que c'était au tout début de son livre, c'était oui, c'est plus facile de blâmer quelque chose d'extérieur à nous quand il nous arrive des catastrophes, hein, donc ça peut être Dieu, la fatalité, les autres. Voilà, on peut faire une liste complète de personnes qu'on va accuser à l'extérieur de nous pour tous les malheurs qui nous arrivent. Et quand c'est quelque chose de bien qui nous arrive, en général, on a tendance à dire mais c'est grâce à moi. Hein, je sais pas si vous vous souvenez, ça c'était dans les premières sessions. Et ben là, on est toujours dans cette même dans cette oui, cette continuité de se dire cette même idée de se dire notre corps, si il a des soucis de santé, hein, globalement, ou s'il n'est pas comme j'aimerais, je garde en tête que c'est quand même mon choix initial. Qu'est-ce que j'en fais et comment j'ai une action dessus? Ça fait partie peut-être des exercices, de l'évolution, d'un certain développement personnel, de compréhension en tout cas de son corps. Mais je suis responsable, étonnamment, de ce qui m'arrive dans mon corps. Hein, phrase va dire dans la phrase suivante, sa condition, on parlait du corps, hein, sa condition reflète parfaitement votre état subjectif à tout moment. On a l'impression qu'il y a des choses ancrées dans notre corps et que ça ne bouge pas. Et là, moi je comprends en lisant cette phrase que c'est juste parce que nous sommes justement persuadés que ça ne bouge pas. C'est une croyance. Donc je recrée en permanence tout le temps les mêmes défauts ou les mêmes qualités dans mon corps. Et c'est uniquement en changeant mon regard sur moi que je peux réussir à changer mon corps. La condition de mon corps, c'est vraiment, c'est vraiment assez bouleversant quand même cette phrase. La condition de mon corps, hein, je retraduis avec mes mots,
reflète parfaitement ce qu'on est en train de vivre. Mon corps est le reflet de mon intérieur. Et donc si ça ne change pas, c'est que je répète tout le temps les mêmes pensées, je suis tout le temps dans le même fonctionnement, je bute sur les mêmes schémas, les mêmes croyances limitantes, hein, pour utiliser ce mot que Seth a déjà défini. Il y a un lien direct. C'est quand même euh, loin d'être intuitif et loin d'être ce qu'on nous apprend, en tout cas dans la vie de tous les jours. Il va continuer en disant, à partir des atomes et des molécules, vous le construisez, ce corps. Vous assemblez les éléments constitutifs en une forme que vous appelez la vôtre. Et ça, à tout moment. À tout moment, nous sommes dans un certain état psychologique particulier qui va, oui, se retraduire, s'exprimer sous forme d'un corps physique. Et les micro-modifications de tous les jours, Seth en a déjà parlé, hein, il parlait de réactions chimiques, des équilibres hein, qui changeaient dans notre corps. Alors oui, effectivement, notamment avec les hormones, les scientifiques ont quand même découvert qu'avec des microdoses, les hormones c'est des produits comme assez étonnants, car avec des concentrations extrêmement faibles, ça déclenche à l'autre bout du corps, hein, c'est émis d'un côté, ça va faire réagir un peu tout le corps ou certains organes ou parties du corps à l'autre bout de manière des fois extrêmement forte. L'adrénaline, voilà, le battement du cœur va s'accélérer, la pression sanguine va augmenter, on va avoir des fourmillements, la respiration qui s'accélère, tout notre corps se prépare. Alors les vaisseaux aussi partout qui se dilatent, notre corps se prépare à l'action. Donc les réactions physiologiques sont concrètes, sont réelles. Et je pense que ce n'est qu'une manière, une expression, c'est je dirais la concrétisation ou la raison peut-être que les scientifiques ont donné du lien entre nos émotions ou l'événement en tout cas qui arrive et notre corps. Donc c'est exactement ce que Seth est en train de dire. Les hormones, par exemple, font partie des facteurs qui vont être porteurs de cette information de changement dans notre corps. On est dans quelque chose de concret, mais il y a toujours cette matérialisation. Quand on est du côté scientifique, quand on est dans la réalité tridimensionnelle, on va dire, bien sûr, on explique les choses. Bien sûr, c'est ça qui déclenche telle réaction. Bien sûr, voilà, on sait qu'avec les nerfs, on peut faire bouger les muscles. Donc, c'est juste, c'est une réaction, on explique. Il y a un signal électrique qui parcourt tout le nerf. C'est des réactions chimiques. Voilà, on peut l'étudier de proche en proche avec la myéline, les gamma-myéline, les ions qui vont sortir, rentrer, etc. Ça fait une réaction, et oui, du coup, ça émet un signal. On passe d'un signal chimique à un signal électrique. Tout ça, c'est juste c'est la concrétisation de quelque chose derrière euh, qui est mis en place avant, finalement. Voilà, c'est ce que Seth nous explique. Donc nous, on voit le résultat et on explique, on met souvent le résultat comme étant la cause. Enfin, en tout cas, c'est l'explication. Ce que l'on voit explique le résultat, donc on s'en arrête là. Voilà, oui, on voit un lien, je suis stressé, le corps déclenche ou émet de l'adrénaline dans le corps, et du coup, dans toutes les différentes parties du corps, il y a des réactions différentes. Le corps se prépare. Mais si on prend un petit peu de recul, on voit que il y a une émotion, il y a une réaction du corps. Entre les deux, il y a un facteur déclencheur de la réaction que l'on observe. Mais quelque part, c'est comme si on voulait trouver une raison. Donc, oui, en cherchant, on trouve toujours
quelque chose de physique, puisque nous sommes dans le monde physique, une explication physique à ce qui nous arrive. Mais si on en reste uniquement à ce niveau-là, nous ne donnons toujours pas de poids à l'explication non physique, à ce qu'il y a derrière, à la trame, je sais pas comment dire, de conscience, tout simplement peut-être, hein. Ce qui est à la base de ce que nous voyons dans le monde physique. Bon. Ça reste quand même une inversion du point de vue, hein, ce que nous propose Seth. De voir depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et que tous les objets qu'on voit autour de nous, c'est nous qui les créons, et ce ne sont pas eux qui nous envoient leur propre image, hein, etc., etc. C'est décliné sous plusieurs formes. Voilà. Donc, la condition de notre corps reflète parfaitement notre état subjectif à tout moment, à partir des atomes et des molécules. Vous le construisez. Donc, il y a des choses qui perdurent, parce qu'on les reconstruit tout le temps de la même manière, et il y a des choses qui changent. Voilà. Donc, nous assemblons les éléments constitutifs en une forme que vous appelez la vôtre. Et je vais faire une petite pause là dans cette séance. On se retrouve dans quelques